and the wind calls my name. It stirs deep inside. Lord, to where my spirit feels alive, and where the mind goes, the hunter will follow to go beyond that fight. La semaine dernière, j'ai voyagé jusqu'à la bande de Caprivi en Namibie pour chasser le buffle d'Afrique avec Omuyeve Safaris, l'une des plus prestigieuses agences de safari sauvage. Le Zambézi est une étendue sauvage et non clôturée de 30 000 km² où on peut chasser en pleine nature. Immortalisé par les écrits de Rouark et Capstick, le buffle du Cap est une force brutale. C'est sans doute l'animal le plus dur, le plus méchant et le plus vindicatif au monde. Cela lui a valu à juste titre les surnoms de faiseur de veuves et de mort noire. Par conséquent, c'est l'un des animaux du Big Five africain les plus craints, les plus redoutables et les plus respectés. Je rêve de chasser le buffle du Cap depuis que je suis enfant, et ça s'avère être une aventure aux proportions épiques. Nous étions basés à l'Ivory Camp d'Omuyeve, situé dans la réserve Machi près de la rivière Kwando. L'excellent système de conservation namibien signifie que les populations locales bénéficient de la venue des chasseurs étrangers par le biais de contributions financières ainsi qu'en fournissant une précieuse source de protéines au village. Lors de notre première soirée, nous avons reçu un appel pour venir en aide à une réserve voisine où un permis pour un animal qui posait un problème avait été émis pour un hippopotame mâle devenu dangereux et qui causait des dégâts au village. Après avoir traqué l'hippopotame rusé, j'ai raté un tir délicat et il a disparu. Nous sommes donc retournés à la réserve Machi pour reprendre notre chasse au buffle du Cap. Après des kilomètres de recherche, nous avons finalement trouvé des traces fraîches et nous avons fait une belle traque. Mais le buffle est passé en sécurité dans le parc national voisin où nous ne pouvions pas chasser. J'ai souligné la relation fascinante entre deux ennemis jurés, le buffle et le lion, et qu'il fallait être extrêmement prudent lorsque nous nous approchions, car les buffles sont connus pour se venger de leurs agresseurs, ce qui peut avoir de graves conséquences. Les troupeaux de buffles sont très mobiles, donc pour les trouver, nous devions l'être aussi. Au début du 7e jour, nous étions repartis en quête de traces. Jackson, on s'arrête là. On n'est pas parti très loin du campement ce matin. Et les garçons ont repéré quelques traces ici. C'est intéressant, cette relation entre le buffle et le lion, ce dont je parlais hier. Ces traces, Jackson, Oui, tu peux nous en parler? ce sont deux lions. On dirait deux femelles. Et elles sont plutôt jeunes, on peut voir des empreintes. Elles sont encore fraîches, elles en avaient après les buffles. C'est pour ça qu'ils sont repartis dans le parc. Donc après hier, tu penses que... Oui. Peut-être qu'on pourra voir des traces de buffles dans la réserve Machi. Je pensais en avoir entendu un cette nuit. Oui. L'autre guide de chasse, Davis, a entendu des rugissements. Les deux lionnes rugissaient, elles faisaient du bruit. Ces derniers jours, avec l'arrivée de la saison des pluies, le paysage asséché est revenu à la vie. Et associé aux lions qui repoussaient les buffles, l'abondance de nouvelles pousses et de nourriture signifiait que des troupeaux de buffles pouvaient se trouver littéralement n'importe où. Ce matin, nous avons couvert d'énormes distances à la recherche de traces. Nous avons vu des empreintes d'antilopes rouanes et d'éléphants. Puis enfin, après des heures de recherche, nous avons repéré les traces que nous attendions. À en juger par les traces, les buffles avaient brouté tôt ce matin, avant de se déplacer et d'aller dans le parc national Mudumu, où la chasse est interdite. Alors que le soleil de midi atteignait les 30 degrés, les bousiers sont passés à l'action. Le troupeau de buffles étant parti depuis longtemps, nous sommes repartis vers le campement. En fin d'après-midi, nous sommes retournés sur la rivière Kwando en quête d'un buffle qui pourrait paître sur les plaines qui bordent les rives.
Nous avons vu des gibbs harnachés et un troupeau d'hippopotames avant de nous arrêter pour observer un lit majeur à l'air prometteur aux jumelles. Pour l'instant, cet après-midi, nous n'avons pas eu de chance avec les buffles. On s'est arrêté ici pour observer. Jackson et Davis sont partis d'un côté et on est revenu par ici pour regarder les hippopotames. Il y a un énorme éléphant sur la rive. C'est le premier éléphant de notre expédition. C'est super ce soir. Un éléphant ici, un troupeau d'hippopotames dans la rivière derrière nous, des impalas sur la rive, un gibb harnaché et une bande de babouins qui crient pour donner l'alarme à cet éléphant. C'est super, super. La chasse au buffle peut être un vrai jeu d'endurance et un vrai jeu de patience. Ces derniers jours, on n'a pas vraiment eu de chance. Les troupeaux de buffles dans la région ont sûrement été délogés par les lions. Et on doit attendre, patienter jusqu'à ce qu'ils soient repoussés à nouveau dans notre direction ou qu'ils viennent paître par ici, vu qu'ils sont toujours en mouvement. Ce matin, la chance nous a enfin souri. Les gars ont repéré les traces d'un mâle solitaire. C'est exactement le genre d'animal qu'on cherche à chasser. On va s'approcher de lui. Ça pourrait durer toute la journée ou on pourrait tomber sur lui juste là, derrière mon épaule, dans les broussailles. Ça promet d'être palpitant. Après avoir traqué le buffle sur environ 1 kilomètre à travers un terrain dégagé, il s'est enfoui dans la végétation épaisse et la tâche est devenue bien plus compliquée. On le voit à travers ce fourré derrière moi. Le buffle s'est couché un peu. On voit qu'il s'est nourri. Il est au ralenti. Vraiment au ralenti. Les traces étaient on ne peut plus fraîches, et avec précaution, nous avons regardé dans toutes les directions, étant donné que les mâles solitaires sont connus pour se retirer dans les broussailles épaisses, où ils se couchent et attendent de charger et de tuer leurs attaquants. Jackson et Davis ont réussi à rester sur ces traces, mais alors que nous sortions des broussailles, il nous a repérés. On vient de tomber sur ce buffle. Je pense qu'il nous a vus là-bas à découvert et qu'il s'est enfui. Devant nous, il y a un troupeau de zèbres. On est un peu coincés pour le moment, on va rester ici. Nous étions coincés, inquiets, à découvert pendant que les zèbres paissaient devant nous. Quand nous avons enfin pu nous déplacer en toute sécurité, nous nous sommes aussitôt remis à suivre ces traces. On est sur les traces de ces gros buffles. Mais malheureusement, juste derrière moi, se trouve le parc national. Et il a réussi à se mettre à l'abri. Ces zèbres l'ont certainement aidé à s'en sortir. Ils l'ont effrayé, ils couraient devant nous et le poussaient probablement. C'était palpitant. C'était manifestement un très gros animal vu la taille de ses pattes. Et il a encore gagné. Il y a des orages tout autour de nous maintenant. La pluie tombe et il y a de sérieux éclairs qui déchirent le ciel. Oh, un autre! Cet après-midi, on s'était installé et on attendait en espérant que ces buffles sortent du parc, mais tout joue définitivement en leur faveur en ce moment. Les dieux sont de leur côté. Le trajet du retour était assez dangereux. Mais on est arrivé juste à temps, avant que le déluge ne s'abatte. C'est incroyable. Quand on parle de la colère des dieux, la nuit dernière, il a plu pendant des heures. Il y avait des torrents d'eau. C'était assez impressionnant à voir et à entendre. Par contre,
Les pistes ont été complètement lissées pour travailler ce matin. Et si des animaux se sont déplacés, tôt dans la matinée ou après le lever du soleil, on pourra clairement voir leurs traces dans le sable. Malheureusement, on n'a rien trouvé. Enfin, pas de buffle en tout cas. On a vu des hippotragues noirs, des antilopes rouanes et des zèbres très tôt. Mais pas le buffle qu'on essaie désespérément de trouver. Il y a quelques semaines encore, les 2 points d'eau près d'ici étaient la seule source d'eau permanente en plus de la rivière. Mais avec toute cette pluie tombée dernièrement, en particulier la nuit dernière, il y a de l'eau partout dans la brousse, de petites mares et de petites flaques, et le sol et le paysage ont vraiment pris vie avec de nouvelles pousses. C'est impressionnant à voir. Mais pour nous, cela signifie que le gibier s'est éparpillé, les animaux pourraient être littéralement n'importe où. Donc je pense qu'il est temps d'agir. Tu en penses quoi, Herman? On retourne vers l'est? Oui, je pense que ce serait une bonne idée. Le permis est toujours valide là-bas, et les hippopotames sont dans le coin, alors je pense qu'il faut changer de décor et y retourner. Et laisser le temps à cette région de se calmer un peu, voir si les troupeaux de buffles s'y réinstallent. C'est notre seul espoir. Ça fait 3 jours qu'on a quitté cette zone. C'est l'imageur de la réserve Salambala. On était venu pour chasser un hippopotame. Le gouvernement a délivré ce qu'il appelle un permis d'utilisation pour usage personnel. Il a jugé que les chiffres étaient élevés, qu'il y avait une menace potentielle et que les cultures du village local étaient endommagées. Si cet hippopotame est capturé, toute la viande revient aux villageois, ce qui constituerait une énorme ressource pour eux. Vu que je suis un chasseur dans ce campement, je suis le petit chanceux qui a été choisi pour faire ce travail. Ces étangs derrière moi, ceux où on va chasser aujourd'hui, sont ceux où j'ai essayé de l'abattre l'autre jour, mais je l'ai raté. Et les hippopotames sont passés en mode survie. Ils sont assez rusés ici. Ils ont l'habitude des humains, ils sont retournés directement dans les roseaux et on n'a pas eu de deuxième occasion. On a donc laissé l'affaire en suspens pendant quelques jours et on espère avoir une chance de les retrouver. Notre chasseur professionnel est Herman Philippe. Je suis allé voir un étang derrière mon épaule gauche, au loin. Et on va pas tarder à aller en voir d'autres. Derrière moi, voici Aubert. C'est le garde-chasse de la réserve. Il est venu avec nous pour tout superviser afin de s'assurer qu'on s'occupe du bon hippopotame et que tout est légal. On est bon. Herman vient de repérer un hippopotame. Dans l'herbe. Herman dit que l'hippopotame est très nerveux. Il monte à la surface et descend, monte et redescend. La fenêtre de tir va être très courte. Herman et moi avons rampé jusqu'au bord de l'étang où je me suis installé, posé sur mes coudes pour tirer. Je visais le cerveau, une zone de la taille d'une balle de golf située sur le dessus du crâne, derrière les oreilles de l'hippopotame. J'attendais de pouvoir faire un tir frontal, mais il nous avait repérés et était sur le point de s'enfuir. Sa prochaine remontée pour respirer était le moment parfait. La balle a touché le crâne, mais a manqué le cerveau. L'hippopotame a été étourdi et s'est enfui en furie. Herman a pris le relais et a tiré un autre coup. Mais l'hippopotame s'est immergé. Et au lieu de s'enfuir dans les roseaux, il a décidé de nous attaquer. Il fonçait maintenant droit sur nous. Herman et Philippe sont intervenus pour empêcher l'hippopotame d'atteindre la rive et j'ai reculé avec le fusil à la main, paré à tirer. L'hippopotame a atteint le bord de la rive, mais nous l'avions eu. Il était mortellement touché. J'ai chargé, je suis prêt. Alors qu'il s'approchait de nous une dernière fois, je l'ai terminé avec une balle dans le cerveau. C'est la première fois que je tire sur du gros gibier dangereux. J'ai chassé le buffle d'Asie chez moi et le banteng, mais abattre un hippopotame, c'est d'un tout autre niveau. C'était intense, très intense. La première balle a atteint le crâne. Elle a peut-être frôlé le cerveau, ou ça l'a étourdi. Mais les gars ont été très rapides avec d'excellents coups de feu de suivi.
Et sa dernière demeure se trouve juste ici, dans les roseaux, en dessous de moi. Maintenant, il faut attendre qu'il gonfle et qu'il flotte pour qu'on puisse le faire sortir et le ramener au village. Après 20 minutes d'attente, l'hippopotame est remonté à la surface et il a ensuite été attaché avec une corde et une chaîne pour qu'il ne bouge pas pendant la nuit. La nouvelle de notre succès s'est vite répandue auprès de la population locale reconnaissante. Et tôt le lendemain matin, nous avons eu beaucoup de main-d'œuvre pour nous aider à le sortir de l'eau. Une tâche colossale. Les hippopotames comme celui-ci peuvent peser environ 2 tonnes. Donc nous avons fait venir le véhicule pour l'amener sur la terre ferme. Voilà comment on sort un hippopotame de l'eau. Le plan, comme l'ont expliqué les gars, c'est d'essayer de l'éloigner autant que possible pour avoir de l'élan. Et c'est parti! Pour ce qui est des blessures et morts causées par des animaux ici en Afrique, ces grosses bêtes sont le problème numéro 1. Les gros mâles sont très territoriaux quand ils arrivent sur un nouveau territoire, et s'il y a des humains qui travaillent dans les environs, s'il y a des interactions, c'est là que ça peut partir en vrille. Les dents de ces animaux sont incroyables. On n'a pas très envie de se battre avec eux. Herman, je pense qu'on peut dire avec certitude qu'on a eu le bon. C'est sûr, Rob. C'est le gros mâle, celui qui a été vu dans les champs, qui attaquait les villageois, qui les chassait. C'est sans aucun doute celui qui posait un problème. C'est un gros vieil hippopotame mâle. Tu l'as très bien tiré, je suis content qu'on l'ait eu. Aubert était avec nous pour superviser cette chasse, au nom de la réserve Salambala. Et c'est fini, tu es satisfait? Oui, très satisfait. Bon, on vous le laisse, ça va nourrir le village. Allez, il est à vous les amis, profitez-en. L'abattage de l'hippopotame qui causait des problèmes a été un événement joyeux pour les villageois. Quand ils ont dépecé la carcasse, c'était fascinant de voir qu'absolument rien n'était gâché. À la fin, il ne restait plus que l'herbe non digérée de l'intérieur de l'estomac. Plus un petit morceau de peau laissé en cadeau au dieu du fleuve. Nous avons ensuite ramené la viande à l'école du village, où se tenait une célébration qui a donné lieu à un énorme festin. Nous avons été invités à la cérémonie pour nous remercier de notre aide, mais nous avons poliment refusé car nous devions retourner à Machi et reprendre notre chasse au buffle du Cap. Merci beaucoup. Ravi d'avoir pu aider. Dieu vous bénisse. Ça, c'est ce qu'on cherchait. Ce sont les traces d'un mâle solitaire. Herman pense que c'est peut-être celui qu'on a perdu l'autre jour, ou peut-être un autre. C'est pile ce qu'on cherchait. Le buffle s'est éloigné vers les zones boisées. Et malgré sa taille et ses gros sabots, les hautes herbes denses ont ralenti notre traque. Avec une petite brise qui nous soufflait doucement au visage, les conditions étaient idéales pour le suivre. Et après être passé par un bosquet de mopanes, nous l'avons suivi jusqu'à une bauge fraîche. Le nom d'Agaboy est ancré dans la culture africaine de la chasse et vient du mot zoulou daga, qui signifie boue. Les Dagaboys sont de vieux mâles qui ont dépassé l'âge pour se reproduire, qui se sont séparés du troupeau et qui aiment souvent passer leur temps à se vautrer dans la boue épaisse. Les gouttes de boue sur le sol et les feuilles cassées commençaient à peine à sécher. Ils ne devaient pas être loin. Le défi, le danger et la montée d'adrénaline que représente la traque de ces Dagaboys est la quintessence de la chasse au buffle. Et cette traque se faisait de plus en plus palpitante. Nous avons suivi la boue fraîche à travers les broussailles et notre attention était maintenant dirigée tout autour de nous pour essayer de repérer le buffle avant qu'il ne nous voie. Vous n'allez pas le croire, mais ce vieux buffle rusé est parti exactement sur la même piste qu'il y a quelques jours. On a affaire à un vieux buffle expérimenté et aguerri. C'est plutôt génial. C'est pas très différent de traquer un cerf à la maison ou un gros wapiti. On était en train de dire avec les gars ici que la seule chose positive, c'est qu'il a une certaine régularité. Herman semble penser qu'il sort dans la soirée pour paître, et au moindre soupçon, il se replie dans le parc national là. C'était une traque palpitante pendant quelques heures, on était sur sa trace, je pense à un moment donné, mais il vient de nous avoir.
Ces buffles, quand ils sont seuls comme ça et qu'ils se sont séparés du troupeau, il faut comprendre qu'ils sont en mode survie. Ils ne veulent plus être dans le troupeau. Ils ont dépassé l'âge pour se reproduire, ils s'en fichent. Ils sont vieux, grognons, ils vivent en mode survie. Ils doivent combattre des prédateurs et faire face aux lions 24 heures sur 24. Donc c'est pas une tâche facile. En fait, c'est la chasse la plus difficile, mais c'est aussi la plus palpitante et potentiellement la plus gratifiante. Notre séjour à Machi touchait rapidement à sa fin. Mais maintenant, après 10 jours et avec la malchance de notre côté, notre seule option était de continuer à couvrir du terrain sur terre comme sur l'eau et d'espérer un coup de chance. Nous avons de nouveau fouillé les plaines fluviales et une fois n'est pas coutume, nous n'avons rien trouvé. Plus tard dans l'après-midi, nous sommes donc repartis à pied. Et après des heures de recherche, je n'en revenais pas quand nous avons aperçu des formes sombres à couvert et que nous avons réussi à trouver ce que nous cherchions. On vient enfin de trouver un buffle. Il y a un troupeau qui passe sous les mobanes là-bas. Les buffles faisaient partie d'un grand troupeau et étaient en mouvement. Si je devais tirer, ce serait seulement sur un taureau d'âge mûr avec un patron dur. Le patron, c'est la structure des cornes qui poussent au-dessus de leur crâne et qui durcit avec l'âge. L'envie de traquer ce troupeau était irrépressible. Nous avions maintenant la tâche, presque impossible, d'essayer de localiser et de tirer sur le mâle dominant du troupeau. Nous avons utilisé des fourmilières pour nous mettre à couvert et en hauteur, et nous avons pu nous approcher et jeter un coup d'œil. Herman a localisé le mâle dominant qui s'éloignait maintenant rapidement de nous pour aller à l'avant du troupeau. Sa taille énorme et la grosseur de ses cornes le distinguent clairement des autres buffles qui l'entourent. Les secondes passaient et il était impossible d'obtenir une ligne de mire dégagée. Au fur et à mesure que le troupeau s'éloignait, je sentais anxieusement ma chance s'envoler. À 220 mètres, les mâles ont formé un petit groupe à l'avant du troupeau et se nourrissaient sur une pente légère. La distance était beaucoup plus grande que ce que j'avais espéré, mais c'était maintenant ou jamais. J'ai pris un bon appui et je me suis concentré sur le contrôle de ma respiration. Et avec la plus petite des fenêtres de tir, j'ai tiré sur la gâchette. Je l'ai en mire. Le tir était bon et le buffle était touché au niveau des organes vitaux. Le troupeau s'est dispersé, puis s'est reformé. Et heureusement pour nous, s'est rapproché pour s'installer près d'un immense acacia où j'ai pu tirer une seconde fois dans les organes vitaux. C'était super, ça l'a touché au cou et aux épaules. C'était un bon tir. Vraiment, c'était bien. Ouais, ça fait du bien. Vraiment. C'était intense. Ça m'a secoué, mais ça m'a fait du bien. Le buffle était à terre, et le troupeau désormais à une bonne distance. Nous nous sommes approchés avec une extrême prudence, étant donné que les buffles blessés restent souvent allongés en attendant de charger leur attaquant. Pour être sûr qu'il soit mort, j'ai tiré une dernière fois. Alors que la réalité me frappait, je me suis retrouvé submergé par l'intensité de la chasse. Les émotions commencent à surgir. Quand j'étais enfant, déjà, je rêvais d'abattre un de ces animaux. Regarde-moi ça. Incroyable. Sacré spécimen. C'est vraiment difficile de trouver des mots en ce moment pour exprimer ce que je ressens. Dans ce genre de moment, qu'on sait qu'on est un chasseur. C'est ça dont il s'agit. Quand on abat un animal comme celui-ci. C'est un sentiment de mélancolie. Ça a demandé tellement d'efforts. Tu as tué un adversaire, un animal que tu as respecté et admiré pendant des années. Une grande page de ma vie de chasseur est définitivement tournée. Mais cette page tournée laisse place à une autre. Les gens disent que c'est très addictif. Et ils ont raison.
C'est carrément addictif. On dit que le Big Five en Afrique a un attrait enivrant, et je comprends pourquoi. C'est incroyable. C'est un vrai travail d'équipe. Les gars ici travaillent tous ensemble. Ils connaissent des hauts et des bas. Il n'y a rien de tel. Rien de tel. Dans le prochain épisode, le dernier de la saison 3, je suis de retour chez moi, en chasse du majestueux cerf sans barre du Victoria dans le parc national alpin.